moi, je vais aller à l'essentiel parce que résoudre, ou en tout cas parler, Christian, des questions qui sont quasiment métaphysiques en un quart d'heure, là, ça relève de la performance d'un humain au moins augmenté, sinon très augmenté. Comme je ne le suis pas, j'irai à l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, c'est de porter ce regard anthropologique que je promène depuis 30 ans dans mon travail de recherche. J'ai commencé en France à travailler sur les questions écologiques avec des paysans, donc des gens qu'on considérait comme étant obsolètes, dépassés par le progrès technique, en marge de l'histoire, des paysans qui aujourd'hui ont finalement constitué peut-être l'avant-garde d'une transition dans l'espace social français, en tout cas dans la métamorphose des campagnes, mais il y avait cette idée d'obsolescence, de relégation déjà dans cette couche sociale à laquelle on a attribué comme ça des caractères un peu retardataires, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis, j'ai passé pas mal de temps sur les catastrophes naturelles et techniques, notamment à Tchernobyl et Fukushima, pour finalement me consacrer à une réflexion sur l'humain et la technique avec un séminaire qui dure depuis plusieurs années, consacré au transhumanisme, à l'intelligence dite artificielle et à l'humain augmenté, où j'ai invité donc, voilà, des gens comme Jacques Testard et bien d'autres. Et puis, nous avons aussi commencé à travailler ensemble, je veux dire, avec les juristes, et je trouve intéressant que des juristes qui sont en fait les experts de la loi, du texte, et au fond des normes qu'une société se donne à elle-même pour comment dire, définir ces cadres anthropologiques, que les juristes investissent le champ anthropologique qui avait été préalablement investi un peu par les philosophes au XXe siècle. Donc voilà, les quelques idées que j'avais avancées aujourd'hui, c'était effectivement sur de quelle humanité est-il question dans le trans ou le post-humanisme, ou de quel humanisme est-il question, et peut-on parler au fond raisonnablement d'augmentation ou d'amélioration de l'humain. Et pour ça, je voulais reprendre de manière assez rapide les 5 peut-être grandes étapes qui ont caractérisé cette idée qui n'est pas du tout universelle. Je pense qu'en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, on n'a pas finalement été confronté aussi tôt que nous en Occident à ce questionnement sur la possibilité de créer et d'améliorer l'homme. Alors au fond, je n'ai pas de PowerPoint, mais j'ai trouvé très rapidement tout à l'heure, voilà. Je pense que vous reconnaissez la peinture de Michelangelo, le plafond de la chapelle Sixtine, et la création d'Adam, le premier homme créé. Au passage, vous voyez ici Dieu est dans son voile, dans son drap, et Michel-Ange, qui était comme beaucoup d'artistes de la Renaissance, qui étaient aussi un peu savants, comme Léonard da Vinci, a dessiné ici, vous voyez le contour d'une boîte crânienne, et toute la représentation ici, c'est celle du cerveau. En fait, il représente dans les plis et les replis, ici le bulbe rachidien, le nerf ici. Voilà, on a une vision de la possibilité, vous voyez, de créer un homme. Et je pense qu'une partie de nos questionnements et de nos problèmes vient d'ici, c'est-à-dire de cette idée que pour améliorer l'homme, il a fallu d'abord imaginer pouvoir le créer. Et cette idée, elle remonte donc à la Renaissance avec une première forme d'humanisme qui, très universaliste, réunit encore la science, l'art, mais dans un mouvement qu'on peut appeler, avec Michel Foucault, l'invention de l'homme. L'homme n'est pas une question ou un problème, même plus exactement, qui est propre à toute société. Toute société se pose évidemment originellement et depuis 300 000 ans peut-être la question du destin de l'homme, de la métaphysique, le problème de la mort, etc. Mais la question de l'homme devient une question anthropologique, politique et scientifique à la Renaissance, à partir du Quattrocento. Ensuite, pour aller très vite, au XVIIIe siècle, on a une première étape de modernisation qui va poser donc les cadres d'une réflexion à caractère politique sur qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce que c'est qu'une société, où va-t-on, etc., avec la grande transformation démocratique de la fin du XVIIIe. Mais préalablement, dans ce mouvement de la pensée du XVIIIe, on a une interrogation humaniste sur, et Christian Bick l'a rappelé, je ne veux pas insister, comment pourrait-on penser l'homme dans l'histoire, dans une sorte de mouvement
alors qui n'est pas encore, ou qui n'est pas déjà évolutionniste au sens de Darwin, par exemple, mais qui est quand même un mouvement orienté avec une flèche du temps et qui permet de dessiner un passé, un présent, un futur. Et l'idée de, on ne dit pas d'amélioration, mais de mélioration de l'homme, chez Rousseau, chez Montesquieu, repose sur la possibilité de rendre l'homme meilleur, c'est-à-dire plus humain, plus juste, euh, plus social, plus cultivé par les institutions culturelles. C'est l'éducation et c'est la science qui vont par l'extérieur, si vous voulez. Hein, c'est le sens du terme latin disposition, par des dispositifs extérieurs. On va accompagner l'humain dans sa amélioration, mais qui est une amélioration morale. Elle passe par le langage, la culture et au fond la réflexion philosophique. Il n'est pas question évidemment de toucher au corps. Ensuite, au 19e siècle… Moins vite, s'il vous plaît, parce qu'il y a les traducteurs chinois. Absolument. Et merci beaucoup pour… Je ralentis un peu. Je ralentis un peu. Au 19e siècle, qui est le siècle industriel, va émerger une nouvelle dimension qui est celle de la technique. Et Christian a cité tout à l'heure Condorcet. Effectivement, l'esquisse le tableau de l'esprit humain, c'est une sorte d'inscription de l'homme dans une évolution. Cette fois-ci, là, le terme est vraiment dédié, on pourrait dire, et affecté au 19e siècle. Et cette évolution ne touche pas encore le corps de l'homme, mais elle touche la société. Il faut construire des villes, transférer les travailleurs des campagnes vers les villes, industrialiser et produire toute une organisation grâce au concours de la machine à vapeur qui va constituer la société comme société technique. Quatrième étape, désolé, je vais relativement vite, le XXe siècle, lui, va accoucher d'abord de catastrophes mondiales qui sont des catastrophes morales, sociales et politiques, Première et Seconde Guerre mondiale, et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale se pose une question, c'est celle de la faillite de la raison. Hein, le projet des Lumières du XVIIe siècle, essentiellement en France avec Descartes. La faillite de la raison, c'est on va ouvrir les camps d'extermination, découvrir tous les massacres, et on pourrait dire quasiment dans tous les pays. On a produit des massacres de masse, des bombardements, des destructions massives, les chambres à gaz et même les bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Après ça, on va inventer la cybernétique. Alors la cybernétique, c'est cette idée qu'on va confier à une intelligence artificielle, à l'ordinateur, pour le dire rapidement. L'ordinateur, c'est un mot qui vient d'ailleurs de la religion, le soin de gouverner les affaires humaines parce que l'homme a failli dans sa mission de sauvetage, puisqu'il s'agit toujours de trouver le salut, et l'humain a produit au XXe siècle de telles catastrophes qu'on va mettre l'accent, et c'est le sens de la cybernétique de Norbert Wiener. Dans les années 50, va se développer ce courant avec un fondement philosophique qui est il vaut mieux confier la décision et les affaires humaines aux machines. Ce mouvement, il est fondamental, il amorce une transformation, une transition qui, avec le concours de l'amélioration ou de l'évolution des sciences, de la biologie d'une part, et aussi de la génétique, qui doit son essor à l'informatique, parce qu'il fallait développer l'informatique pour obtenir ensuite la possibilité de travailler sur le génome. Toute cette convergence, on l'appelle NBIC aujourd'hui, hein, nano, bio, informatique, sciences cognitives, elle a démarré à peu près à la fin des années 50. Et tous les éléments sont là pour que se mette en place le projet de transformer l'humain, comme on a transformé la nature depuis 3 siècles. On n'avait pas encore touché au fondement, on pourrait dire, de l'humain qui était sacré. L'humain restait sacré parce que donc il a été créé, voilà, j'ai évoqué tout à l'heure Michelangelo. Eh bien, cette dernière étape de désacralisation va ouvrir les portes, c'est-à-dire c'est une levée d'inhibition. Ce n'est pas un projet, il n'y a pas derrière le transhumanisme de vision de l'homme, de vision du monde, il y a une vision économique, ça c'est certain, il y a un essor du capitalisme dans les technologies de la transition, je veux dire de la transformation de l'humain et de l'informatique, et voilà, qu'on voit très bien aujourd'hui apparaître, entre autres avec la Covid.
il y a un projet économique, mais il n'y a pas de projet anthropologique. C'est-à-dire que, et c'est une des grandes questions que pose ce mouvement des technosciences, il n'y a pas de dessein. On avait au XXe siècle, et je pense à la Chine qui a aussi connu une autre voie politique que la nôtre, le communisme, mais en Europe aussi, on a fondé des propositions de créer un homme nouveau. Dans le nazisme, dans le communisme, dans le libéralisme, il y a ce projet de créer un homme nouveau, une figure du travailleur, pour le dire rapidement, mais je crois qu'à l'orée du XXIe siècle, il n'y a plus de vision de l'homme. D'où le problème de l'éthique. Où allons-nous? Pour quel humain? Est-ce qu'on peut améliorer, etc. Alors maintenant, pour aller à l'essentiel, je pense qu'il y a deux voies. Amandine, tu contrôles le temps, s'il te plaît. Tu me diras, ou quelqu'un, hein, parce que Bénédicte, vous pourrez me dire, oui. Je pense qu'ici, nous sommes dans une sorte d'embranchement où s'affrontent au fond deux visions et deux conceptions de l'humanité pour le futur. La première, c'est celle qu'on appelle le transhumanisme. Alors, moi, j'appelle transhumanisme l'ensemble des technologies qui concourent ici et là, dans les hôpitaux, dans les fabricants de téléphones portables, etc. Vous voyez, c'est pas le transhumanisme officiel des associations qui en portent le nom, c'est l'ensemble du mouvement de la technique qui vise à hybrider l'humain avec la technique pour le rendre plus performant. C'est ce qui définit la technique moderne, se définit depuis Heidegger, en passant par Jacques Ellul, par la recherche de l'efficience et de la performance maximum, d'accord, l'efficacité maximum en toute chose. C'est ça la technique. Donc la première voie, c'est la voie technicienne, qui trouve une expression, je trouve, assez juste dans la crainte du chercheur américain d'origine britannique Kevin Warwick, qu'il a appelé les chimpanzés du futur. C'est-à-dire, nous deviendrions les chimpanzés du futur, c'est-à-dire des hommes obsolètes biologiquement par rapport aux machines que nous allons créer. Et cette crainte de devenir les chimpanzés de demain, c'est marrant parce que cette expression a été reprise par des collectifs anti-techniques qui disent « nous revendiquons le droit d'être restés humains et rester au fond des homo sapiens ». Hein, sapiens, sapiens, et de ne pas aller dans la transformation technicienne. Mais cette expression, elle introduit une question qui a été posée par le philosophe Günther Anders au XXe siècle, qu'il a appelé l'obsolescence de l'homme. L'obsolescence de l'homme. Obsolescence, c'est un terme qui était réservé à la technique, et il se pose la question, dès les années 50, de savoir, au fond, comment l'humain va-t-il pouvoir apprendre à vivre avec les techniques et les machines qu'il a fabriquées. Il produit ça dans son exil, puisqu'il est juif. Il est parti aux États-Unis avec d'autres, avec Adorno, enfin les représentants de l'école de Francfort, et ils vont poser les bases de la première réflexion sur cette question de l'obsolescence de l'homme, où il dit, tiens, c'est curieux, plutôt que de chercher à ralentir ou à se poser les bonnes questions, c'est-à-dire, au fond, celle de savoir comment on pourrait apprendre à vivre avec nos machines, à mieux les connaître, il remarque qu'aux États-Unis, il y a un désir social ancré d'ingénierie humaine. C'est-à-dire que dès les années 50, on va chercher par le biais de la médecine, les psychotropes, les LSD, etc. On va chercher à commencer à améliorer l'humain dans ses performances biologiques. Il remarque ça très tôt, vous voyez, ça fait plus de 70 ans. Hein, c'est vraiment un grand précurseur, Anders, un grand visionnaire. Et cette voie, aujourd'hui, elle constitue évidemment le fondement de tout le développement technoscientifique avec, à la clé, des investisseurs qui peuvent être la NASA, puisque pour aller dans l'espace au-delà de la Lune, il faudra des hommes augmentés, l'armée, parce qu'il faut des combattants performants dans tous les pays, et d'une manière générale, le monde de l'entreprise et du capitalisme, parce qu'il faut des travailleurs performants. Et si on peut en augmenter les performances et les capacités, ce sera du gain et du bénéfice. Donc, il y a un mouvement général dans nos sociétés technoscientifiques qui pousse très fort dans cette direction avec les États, le public, le privé. Enfin, vous voyez, c'est une sorte de grande nébuleuse. Donc, c'est ça qu'on appelle, au fond, d'une certaine manière, le transhumanisme. Frédéric, il va falloir que tu ailles assez vite pour conclure peut-être. Sur le problème, si vous voulez. Je pense qu'on n'a pas, dans cette voie, quitté
l'humanocentrisme. Si on est sorti de l'humanisme, comme projet, on pourrait dire authentiquement humain, hein, pour l'humanité, on n'est pas sorti de l'humanocentrisme. Et je pense qu'il faudrait réfléchir avec des auteurs que je pourrais citer, mais peut-être plus tard, quand on aura une discussion, sur la possibilité de repenser les relations de l'humain avec la technique. Là, je pense à Gilbert Simondon. On a un problème avec la technique depuis Descartes, hein, c'est qu'on a toujours pensé l'humanité en rupture avec la technique, et on l'a pensé aussi en rupture avec la nature. Et je pense que tant qu'on n'a pas intellectuellement et anthropologiquement essayé de recoller l'humain avec la technique d'un côté et avec la nature de l'autre, la nature au sens de la grande crise écologique, on ne sortira pas de l'impasse intellectuelle. C'est-à-dire qu'on va toujours créer des comités d'éthique et essayer de courir après le mouvement de la technique. Donc je pense qu'il faut saisir cette question, et c'est le sens un petit peu du mouvement, j'allais dire, écologique, c'est-à-dire apprendre à réhabiter le monde. Habiter le monde, ça veut dire trouver des prises. Le monde naturel, c'est nous aussi, nous faisons partie intégralement de la nature, et je crois que la grande crise écologique nous le rappelle. Nous sommes définis aujourd'hui par notre fragilité, par notre vulnérabilité, tout comme l'écoumène, l'espace naturel, et je pense que donc les deux chantiers qu'il faut ouvrir, c'est apprendre à repenser, reconsidérer la technique, non plus comme une altérité, mais comme étant un autre milieu dans lequel nous devons apprendre à vivre. Il ne s'agit pas de la rejeter, ça n'a aucun sens. C'est comme la mort, je veux dire. Voilà. Mais d'apprendre à vivre avec et de repenser nos relations avec la technique, et aussi de repenser nos relations avec la nature. Et donc, ça nécessite de repenser, au fond, toute l'anthropologie, enfin, une grande partie de ce que nous croyons savoir et qui a été notre héritage, y compris anthropologique et ethnologique du XXe siècle. Voilà. Donc, je crois que c'est le magnifique chantier qui attend les jeunes chercheurs, surtout, hein, qui vont travailler. Et c'est un chantier pluridisciplinaire où toutes les disciplines ont évidemment droit de citer et sont invitées à participer, et surtout qui permet de réconcilier aussi une vieille rupture qui vient de la Renaissance, où un tout petit peu après, on a séparé les humanités, la philosophie, ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales aujourd'hui, et les sciences appliquées, les sciences pour l'ingénieur ou les sciences expérimentales. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir réapprendre à travailler ensemble. Merci beaucoup.